Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Wow, j'ai 1 minute d'avance, donc on va attendre que tout le monde se connecte. Donc c'est un live Studirama d'hydroéducation et ce matin on parle en priorité des études dans le tourisme. Est-ce que ces études-là sont plutôt payantes ou pas? Alors évidemment, il y a un jeu de mots sur le fait qu'elles soient payantes ou pas, mais disons que on peut tellement bien réussir sa vie dans le tourisme qu'on peut dire qu'à l'issue de ces études, on a évidemment la chance de pouvoir être correctement payé et de pouvoir bien gagner sa vie. Alors, Studirama me précise qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien, donc on peut y aller, on peut commencer. Euh, le tourisme aujourd'hui, évidemment, le constat est un petit peu en 2021, on est fin 2021 au moment où cette vidéo est tournée, est un petit peu, on va dire, semé d'embûches et on a l'impression que le tourisme, c'est pas complètement ça et que c'est pas forcément l'avenir. Évidemment, c'est une erreur fondamentale. La fin du monde n'est pas pour demain et le plus important n'est pas de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le tourisme, surtout quand on attaque ses études, quand on démarre ses études. Quand on démarre ses études, on fait un BTS, par exemple, à Diderot Campus, on en a pour 2 ans. On fait un bachelor derrière pour améliorer ses compétences et avoir notamment des compétences en stratégie. Là, c'est 1 année de plus. Donc, ça fait déjà 3 ans. Et puis, si on veut compléter avec un master, ça fait 2 années de plus. Donc, ça fait 5 ans. Donc, savoir qu'aujourd'hui, en 2021, le tourisme n'est pas brillantissime, pour quelqu'un qui démarre ses études, c'est pas très important parce que lui, de toute façon, il sera sur le marché du travail qu'en 2026. J'ai envie de dire, on a le temps de voir venir. Et même si on a la 8e vague ou la 9e vague, ce sera bien terminé d'ici là. Donc, est-ce que le tourisme va s'éteindre parce qu'il y a des virus ou pas? Force est de constater que non, puisque dès qu'il y a une petite baisse du virus ou de la pression des instances sanitaires nationales et internationales, les gens se précipitent dans les avions, se précipitent dans les trains, se précipitent pour partir et pour voyager. Donc le tourisme, oui, c'est l'avenir, et les êtres humains, de manière générale, auront besoin toujours d'évacuer leur stress, leur pression, et de partir, de vivre de l'exotisme à leur manière. Et c'est là peut-être que les choses vont vraiment changer, puisque les comportements vont vraiment évoluer. Dans les années 70-80, explosion du tourisme, on était vraiment sur un tourisme de village vacances, un tourisme où on faisait les andouilles, où il fallait rire, il fallait prendre du plaisir le plus rapidement, on va dire le plus efficacement possible, hein. Il y avait une efficience du tourisme. Aujourd'hui, on est sur un mode de tourisme totalement différent et un mode de tourisme surtout qu'on a du mal à imaginer parce que c'est vous, les jeunes, c'est vous qui allez commencer vos études dans le tourisme, qui allez nous dire un petit peu comment ça va se passer. C'est-à-dire que nous, par exemple, en tant qu'établissement d'hydroéducation, d'hydrocampus, on vous forme on va dire, au rouage du tourisme, aux méthodologies, aux manières de faire pour les réservations, pour l'hôtellerie, pour la restauration, on vous forme à tout, on vous apprend les principes, on vous apprend les règles, mais c'est vous, à travers vos projets, à travers vos stages, à travers ce que vous allez mettre dans vos études, qui allez dessiner le tourisme de demain. C'est vous qui allez mettre de l'écologie dans le tourisme, là où des vieux comme moi n'en avons pas mis. C'est vous qui allez mettre de la technologie dans le tourisme, c'est vous qui allez mettre une autre manière de voyager, beaucoup plus intelligemment que ce que nous on a fait. Donc les études de tourisme sont, j'ai envie de dire, triplement payantes parce que, un, il va y avoir énormément de jobs, puisqu'il va y avoir, c'est un peu comme une guerre, si vous voulez. Pendant un laps de temps, vous avez des gens qui sont contraints, qui ne peuvent pas voyager, et d'un coup, ils peuvent se mettre à voyager. Donc, on peut dire que d'ici 3, 4, 5 ans, le tourisme va vraiment exploser au niveau international. Donc ça, c'est une réalité, c'est une certitude, l'histoire le montre. On ne peut pas emprisonner les gens, hein, je parle évidemment d'un point de vue psychique, hein, dans un état et ne pas les laisser bouger, circuler, faire du tourisme. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc on sait que ça va arriver. Donc, deuxièmement, pourquoi c'est payant? Parce que la manière avec laquelle ça va arriver va dépendre de vous, va dépendre de votre manière de faire vos études, de votre manière de trouver des stages, de votre manière de mener les projets.
Et on le voit bien aujourd'hui, la qualité de nos étudiants est totalement différente. On voit qu'ils se projettent sur des situations professionnelles qui sont vraiment étonnantes, dans lesquelles on a des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Et un tourisme beaucoup plus fragmenté, un tourisme beaucoup plus proche de la nature, un tourisme qui consiste à aller voir, j'exagère un petit peu, mais des campagnes, des poules et des cochons, alors qu'il y a 10 ans, c'était quelque chose qui était hors de question. Aujourd'hui, on dit, bah si, il faut que mes enfants qui sont dans un milieu citadin, dans une grande ville, dans une grande agglomération, aillent voir des choses que je n'ai pas pu leur permettre d'avoir au quotidien. Donc, on est en train de basculer dans un tourisme qui correspond à cette partie de la civilisation-là, à cette, on va dire, génération d'individus. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout neuf, qu'on ne sait pas faire, que nous, les vieux comme moi, on n'a pas l'habitude de ce type de fonctionnement, ce type d'idée, et c'est vous qui allez l'amener. Donc, c'est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle c'est 2 fois payant. La troisième raison, c'est que vous allez redevenir des explorateurs. Il y avait, vous savez, la naissance du mot tourisme, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est The Great Tour, c'est-à-dire que les nobles du 19e qui partaient d'Angleterre allaient faire le tour de l'Europe, destination, il y avait la Grèce, l'Italie, la France, pour aller apprendre de belles manières, aller découvrir les mœurs, les us et coutumes de chaque pays. Et donc, c'était un peu des explorateurs. Donc, ils faisaient le grand tour de l'Europe. Le mot tour a donné le mot tourisme. Aujourd'hui, pendant des décennies, là, il y a eu très peu d'exploration. Voilà. Les innovateurs, les gens qui ont construit des nouveaux projets, les gens qui ont vraiment construit des nouveaux voyages se sont appuyés sur ce qui se passait déjà. On n'a rien inventé de nouveau. Et là, on est en train de redimensionner complètement cette envie de découvrir. Par exemple, il y a beaucoup plus de demandes de prospection dans des territoires qui ont été un petit peu délaissés parce qu'ils n'avaient pas la capacité à accueillir correctement des touristes. Parce que jusqu'à présent, accueillir correctement des touristes, c'était avoir des bouteilles d'eau en plastique, c'était avoir une hôtellerie de luxe, c'était avoir de la restauration qui convenait à tout le monde avec le petit déjeuner à l'américaine, etc. Si on revient à des choses beaucoup plus fondamentales, plus proches des gens, plus proches de la nature, plus proches de la civilisation telle qu'on veut la voir, on n'a plus besoin de tout ça. Et dans ce cas-là, des pays qui étaient totalement oubliés, des contrées qui étaient totalement oubliées, comme certaines îles, comme le nord de l'Europe, comme le Groenland par exemple, ou autres, redeviennent à la mode et on a besoin d'aller explorer. C'est-à-dire que si on a par exemple aujourd'hui 10 000 ou 50 000 personnes en France qui veulent aller au Groenland, elles vont aller où? S'ils veulent aller vraiment au Groenland et pas vivre dans un hôtel 5 étoiles qui donne sur une forêt au Canada. Non, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Si vraiment là vous voulez aller dans la cordillère des Andes au Chili, mais pas toujours pareil dans un hôtel de luxe, mais vraiment proche des gens, il n'y a pas de capacité d'accueil. Donc aujourd'hui, le tourisme redevient un tourisme d'exploration, redevient un tourisme de recherche de ce que les gens font, de ce que les gens sont sur le terrain. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est sidéral. On n'a pas connu ça depuis très très longtemps. Donc il y a une prospection qui se fait et la notion de voyage est beaucoup plus importante. Donc le tourisme aujourd'hui à Madagascar, il est considéré comme renaissant, bien que le pays soit encore en difficulté et de manière géopolitique assez instable, mais il est renaissant parce que les gens vont pas en tourisme à Madagascar pour être dans un hôtel 5 étoiles, mais ils y vont justement pour être au contact de la population, au contact d'une faune et d'une flore qui est magique, hein, c'est-à-dire que vous avez des arbres, des fleurs, vous avez des animaux qui sont extraordinaires à Madagascar, mais on avait zappé Madagascar parce qu'il y avait des petites contraintes qui faisaient qu'on ne pouvait pas recevoir les tourismes de bonne manière. Donc ça, c'est complètement en train de changer. Donc le tourisme aujourd'hui, c'est vous qui allez le faire. C'est aussi simple que ça. Et ça, explorer, c'est vous qui le faites. Et le fait qu'il y ait une explosion du tourisme, j'ai envie de dire que si j'avais votre âge aujourd'hui, je me lancerais volontiers dans les études du tourisme. D'autant que, il y a quelque chose on pourrait ajouter un 4e point au fait qu'elle soit payante, c'est que le tourisme nécessite de parler, vous le savez bien, plusieurs langues. Alors, vous parlez la vôtre, ça c'est tout à fait normal, votre langue natale, vous êtes natif d'un pays, quel qu'il soit, bon, là, a priori, vous êtes plutôt français, et l'anglais, on n'en parle même pas, c'est obligatoire, même pas j'essaye de vous dire, ah peut-être que, non, l'anglais c'est comme le français, c'est obligatoire. Alors vous allez apprendre au début 400, 500, 600 mots dans le tourisme, vous allez jongler avec, et puis petit à petit, vous allez vous y faire. Ne vous inquiétez pas, on était tous nuls en anglais, moi le premier, lorsque j'étais en terminale, et puis il a bien fallu que je m'y fasse, et je me suis retrouvé aux États-Unis en 3e année, et j'ai appris, voilà, par la force des choses. Donc, vous allez apprendre par la force des choses. Et puis, si jamais vous aimez les langues, parce que très souvent, on a des jeunes dans le tourisme qui aiment les langues,
vous allez pouvoir, notamment à Diderot Campus, vous avez la possibilité d'étudier jusqu'à 10 langues. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas le faire vraiment en même temps, mais vous avez la possibilité vraiment de faire plusieurs langues. Et ça, c'est très intéressant parce que ces langues-là vont vous être utiles. Alors, je disais l'anglais, et s'il y a une autre langue qu'on doit ajouter, contrairement à ce que tout le monde dit, le chinois, etc., mais le chinois, on ne le parle qu'en Chine. Hein. La troisième langue à ajouter, c'est vraiment l'espagnol. Voilà, l'espagnol qui est quand même couvert sur la totalité des continents, à l'exception de l'Asie, mais en Asie, on parle pas grand-chose d'autre que la langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue du pays, la langue du territoire. Donc, vous avez le français, une très bonne langue, qualitative, en plus qui a une très belle renommée, même si en France on critique tout, je peux vous dire qu'à l'international, parler français, c'est classe. L'anglais, parce que c'est la langue du business, c'est la langue usual, c'est vous êtes obligé de parler anglais. Et l'espagnol, parce que l'espagnol, dans pas mal de contrées, est une langue usual aussi, c'est vraiment quelque chose d'utile. Et puis, vous allez pouvoir voyager beaucoup plus et vous allez pouvoir découvrir beaucoup plus de territoires. Et après, si on doit mettre une langue, là, on se fait une langue plaisir. On peut étudier le chinois, le russe, le japonais, le coréen, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'idée étant de dialoguer avec les langues. Plus vous étudiez de langues, et meilleur vous êtes. C'est-à-dire que si jamais on prend un mauvais élève en anglais, on lui dit tu vas étudier une langue de plus. Donc vous m'avez bien suivi, il est français, il est nul en anglais. On lui dit tu vas étudier une langue de plus, l'espagnol par exemple, ça va être très difficile. Et écoutez bien le raisonnement. Si on lui dit tu vas étudier 3 langues de plus, espagnol, russe et chinois par exemple, et ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il va faire des progrès beaucoup plus spectaculaires. Parce que notre esprit n'a pas l'habitude de passer d'une langue à l'autre. On fonctionne non pas par mots, mais on fonctionne par unité de sens, et ces unités de sens, elles sont prises dans un langage. Et pour qu'on ait l'habitude de sortir de ce langage pour aller dans un autre langage, il faut du temps. Et si on le fait plusieurs fois, avec plusieurs langages, donc apprendre plusieurs langues en même temps, c'est beaucoup plus facile parce qu'on sort cette unité de sens et on a l'habitude de la faire aller dans d'autres, si vous voulez, dans d'autres paradigmes, dans d'autres, je ne sais pas comment vous l'expliquer, dans d'autres milieux. Et donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend les langues. Donc, ne pensez pas que ce sont juste des mots, parce que vous pensez dans votre langue. Et pour apprendre à penser différemment, c'est très difficile. Donc, les langues, voilà, ça c'est un outil et un avantage spectaculaire. Et puis, la langue, c'est d'abord le parler, et puis après, le lire, ça c'est intéressant, mais ça vient dans un deuxième temps. Moi, je vous dis, privilégiez la parole. D'ailleurs, à Diderot, on privilégie la parole, prise de parole. Ça, c'est le plus important dans tous les groupes. Il faut que vous preniez la parole. Alors, Marion nous dit, où en sommes-nous en termes de tourisme en France? Est-ce qu'il vaut mieux partir travailler à l'international? Alors, la France reste le pays le plus visité au monde. Vous le savez, la ville, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas Paris, c'est Las Vegas. La première ville au monde en termes de tourisme, c'est Las Vegas, et le premier pays, c'est la France, qui est talonné de près par l'Espagne, l'Italie, mais ça reste la France. Donc, en France, il y a énormément de travail. Alors évidemment, aujourd'hui, 2021, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, j'ai dit que vous alliez commencer vos études, et même si vous commencez un master, dans 2 ans, ce sera beaucoup mieux que maintenant. Donc, en France, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Donc moi, j'aime beaucoup la France. J'aurais envie de dire que j'aurais tendance à explorer la France. Pourquoi? Pas pour faire cocorico. Pourquoi je dis que j'aime beaucoup la France? Parce que moi, j'aime quand c'est différent. En France, vous avez tout, absolument tout. La seule chose qu'on n'a pas, c'est effectivement, on va dire, des banquises et du désert, les 2 extrêmes. Mais sinon, on a tout. On a des forêts, on a des vignes, on a des villages hauts dans les montagnes, on a des montagnes de basse altitude, on a des lacs, on a des prairies, on a à peu près tout. On a des plaines, on a des milieux aquatiques, on a beaucoup de milieux halieutiques différents. Halieutiques, c'est les poissons. On a une faune et une flore d'une richesse incroyable. Donc, on est touché par 2 mers et un océan. Je veux dire, la France est quand même un pays extraordinairement riche en termes de territoire. Maintenant, en termes de personnalité, de groupe ethnique, la France, j'ai envie de dire qu'il y a autant de groupes ethniques que de départements. Il y en a à peu près une centaine si on va, je veux dire, quand vous parlez à un Breton, vous ne parlez pas à un Normand. Quand vous parlez à un Normand, vous ne parlez pas à un Sudiste. Un Corse, c'est un Corse, etc. Donc, vous avez quand même en France une richesse d'individus et de types ethniques. Alors, ce ne sont pas des types ethniques avec des différences de peau et de couleur, mais ce sont des habitudes, des comportements, de la gastronomie qui est complètement différente. Et la France a toujours eu et aura toujours une belle image à l'international. Et même dans des situations un peu critiques, je vais parler rapidement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, au début, je me suis dit, oh là là, ça va encore abîmer l'image de la France, c'est casse-pied, etc. Mais en réalité,
Les gilets jaunes n'ont fait que renforcer l'idée que les Français sont des gens à part, sont des emmerdeurs, ça c'est vrai, mais que ce sont des gens qui sont capables de dire non au système, qui sont capables de s'imposer, et en gros, c'est ceux qui ont coupé la tête à leur roi. Donc, finalement, ça a renforcé cette idée de la France, d'un pays très particulier, avec, c'est vraiment, pour le coup, Astérix le Gaulois, quoi, qui résiste à l'envahisseur, quel qu'il soit, etc. Alors, donc la France, moi, je pense que c'est pas mal. Et pour finir sur la question, dans tous les cas de figure, quand on est jeune, il faut voyager. Je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement, moi j'ai fait ma troisième année aux États-Unis, hein, ma troisième année de licence, et c'est clair que voyager, c'est indispensable. Ne serait-ce que pour comprendre que la France, c'est pas le centre du monde. Et ça, moi, je l'ai découvert quand je suis parti aux États-Unis, parce que j'étais persuadé que la France était le centre du monde, et quand je suis allé aux États-Unis, je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est pas du tout le centre du monde. Les gens, ils savent même pas où c'est, ils s'en foutent, enfin, ils ont une idée vague. Ils te disent, ah, l'année dernière, j'étais en France, tu lui dis, t'étais où? Il te dit, j'étais à Londres, ah oui, d'accord. Bon, bref, c'est comme ça, quoi. L'Europe, la France, alors c'est vrai que c'était il y a quelques années, mais quand même. Donc, voyager, ça permet de relativiser et de se mettre à la bonne distance de soi-même, à la bonne distance de sa propre ethnie, et de se dire que voilà, c'est moi, par exemple, je suis issu du sud de la France, de Montpellier. C'est vrai que est-ce que je me sens plus montpelliérain que parisien, que français, que européen? Bon, tout ça, quand on prend un peu de la distance, on s'aperçoit que ça n'a aucun intérêt. En réalité, je suis un humain et il se trouve que j'habite dans un des plus beaux territoires du monde. Et voilà, ça c'est fait. Et donc, voilà. Donc, travailler à l'international, c'est une nécessité pour découvrir. Mais après, du job, il y en aura, et il y en a énormément en France. D'ailleurs, la France est un des pays qui a le plus souffert d'un point de vue du tourisme à cause du Covid, mais c'est normal parce que c'est le pays le plus touristique. Donc forcément, on peut pas être le pays le plus touristique et en même temps pas souffrir quand il y a un problème dans le tourisme. Ça, on est bien d'accord. L'avenir en France, voilà. Et d'ailleurs, il y a déjà des études qui sont faites au sein du gouvernement pour savoir comment on va pouvoir accueillir les hordes de touristes qui vont arriver en France. Parce qu'on sait très bien qu'une fois le Covid terminé, la France va être un des pays les plus sollicités. Donc, on va avoir des difficultés importantes. Et les questions de la gestion des aéroports, des fois on dit pourquoi on maintient une ligne ou quoi, parce qu'on anticipe et on sait que d'ici une dizaine d'années, la France va exploser de touristes. Alors pour ceux qui habitent en France et qui sont tranquilles, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais pour ceux qui travaillent et qui pensent que les études dans le tourisme sont payantes, c'est une bonne nouvelle. Alors Bella S nous dit, est-il possible de faire de l'alternance? Si oui, est-ce que c'est pas trop compliqué de trouver un contrat en ce moment avec la crise sanitaire? Alors, excellente question à deux niveaux. Premièrement, l'alternance à Diderot Campus, vous pouvez en faire effectivement, et on peut en faire de manière générale dans le tourisme. Chez nous, on le fait volontiers. Il y a beaucoup de place. Alors, c'est vrai qu'il y a une crise sanitaire, mais vous l'avez entendu probablement, et vous le savez, aujourd'hui, on a un manque crucial de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une crise sanitaire, et en même temps, il y a une désaffection pour le travail. C'est-à-dire que la manière de travailler, alors j'ai pas assez de temps pour développer, mais aujourd'hui, vous les jeunes, vous avez une manière de travailler qui ne correspond plus au carcan dans lequel nous avons mis, nous, les vieux, les travailleurs. Donc le monde du travail est en train de vraiment se modifier, mais beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer, vraiment. Et donc on manque clairement de main-d'œuvre, y compris dans le tourisme. Donc l'alternance, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable dans le tourisme. D'ailleurs, je vois que Charline vous a ajouté un lien. Je vous conseille de faire de l'alternance dans le tourisme parce qu'on a besoin de gens. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vraiment là, aujourd'hui, il y a un phénomène très particulier qui fait que on manque de gens. Vous savez, vous en avez entendu parler, que ce soit en restauration, en hôtellerie. Tout le monde s'est moqué de M. Macron quand il a dit à Paris, on traverse la rue et on trouve un job. Mais je pense que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Tous les restaurants que je connais cherchent des employés. Absolument toutes les structures qui reçoivent du public aujourd'hui cherchent des employés. On n'a jamais eu autant d'offres d'emploi en France que maintenant. C'est-à-dire que on pourrait imaginer même qu'en réalité, il n'y a pas de chômage. Il y a des gens qui ne veulent pas bosser, mais il n'y a pas forcément de chômage. Je ne suis pas en train de faire une polémique. Je dis juste qu'aujourd'hui, on manque cruellement de main-d'œuvre. Donc, l'alternance, typiquement, s'inscrit très bien dans ce type de paysage assez fracturé, des nouvelles méthodes de travail, des jeunes qui arrivent, qui ne sont pas encore formés, mais qui portent ces nouvelles méthodes de travail en eux et qui correspondent qui remplissent entre guillemets un manque qui viennent combler des lacunes en termes de travailleurs. Donc, on est dans j'ai envie de dire que les planètes sont alignées pour reprendre ses études, croire dans le tourisme, faire de l'alternance et imaginer un avenir serein. Donc là, vous avez tout qui est aligné et vraiment,
je pense que c'est une très bonne destination. Alors évidemment, il y a toujours des emplois qui font plus rêver que d'autres, etc. Mais dans le tourisme, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont géniaux, quoi. Voilà. J'avais été dans un endroit, je ne vous dirai pas où, mais la manageuse de l'hôtel avait 22 ans. 22 ans. Et moi, j'en croyais pas mes oreilles. Je lui dis, non, mais au-dessus de vous, vous avez quelqu'un. Enfin, j'étais persuadé que non, 22 ans. Je me disais, waouh. Et tout simplement parce que elle était en capacité et elle avait fait son bac plus 3, elle était bien formée et elle se retrouve là, personne ne veut y aller, voilà, c'est une île hôtel, je vous en dis pas plus. 22 ans, manager. Waouh, moi j'ai été vraiment impressionné. C'était quelque chose pour moi qui a été vraiment un peu une révélation. Et c'était il n'y a pas très longtemps. Alors, Léo nous dit, ok, des études qui paieront à long terme, mais combien coûtent en moyenne des études dans le tourisme? Alors, en général, les études dans le tourisme sont quasiment les moins chères. Enfin, nous, à Diderot Campus, déjà, si c'est de l'alternance, c'est gratuit pour vous. Donc voilà, sachez-le. Et après, on est aux alentours de 5 000 € l'année. Alors, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, par rapport à tout ce qu'on vous offre, toutes les semaines, vous avez une sortie. C'est-à-dire, toutes les semaines, vous allez visiter. On vous apprend à guider. Vous avez les langues vivantes. Chez nous, c'était natif du pays. Vous avez la totalité de la formation qui est prise en charge pendant un an. Donc, c'est pas ce qui est le plus cher, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les études les plus chères, et c'est pas du tout une critique, hein, mais ce sont plutôt les études de commerce, où là, on peut se retrouver à des 10, 15 000 € l'année, où bon, là, c'est plus lourd à porter. Mais là, 5 000 € l'année en moyenne, en 3 ans, déjà en travaillant, vous avez remboursé, voire vous avez payé. Voilà, les études dans le tourisme se financent très facilement, c'est-à-dire que comme les banques savent qu'il y a du boulot derrière, vous obtenez des petits crédits relais ou des petites choses qui vous permettent de joindre les deux bouts si vraiment vous êtes en difficulté. Et après, il faut savoir quand même quelque chose, c'est que 50%, je ne parle pas d'alternance là, mais 50% de nos étudiants qui sont en initiale travaillent au quotidien. Donc, toutes les semaines, ils bossent. Et dans les grandes villes dans lesquelles nous sommes, parce que Diderot Campus est à Lille, à Paris, à Lyon, à Aix, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, Nice, et j'en oublie probablement, on est un peu partout en France. Donc, on est dans des grandes villes et il y a toujours du travail. Voilà, il y a toujours du travail, le soir, le week-end. Voilà. Moi, je considère qu'un étudiant aujourd'hui peut faire ses études, vivre sa vie d'étudiant avec ses sorties, ses copines, copains, etc. Et en même temps travailler et faire du sport. Puisque moi, pour moi, le sport est capital et voilà, il faut avoir la possibilité de tout faire. Et vous avez vu ce qu'il y a derrière moi. Pour moi, ce qui est important, c'est la lecture. Donc, bon, voilà, en vieillissant, je fais moins de sport et je lis un petit peu plus. Voilà, j'ai compensé les affres de la douleur musculaire avec les affres de la douleur intellectuelle. Mais c'est pas vraiment une douleur. Donc, juste par rapport au tourisme et à l'alternance, pour revenir sur une question à laquelle j'ai pas forcément répondu, il est facile de trouver de l'alternance dans le tourisme. Et contrairement à ce que on peut, par exemple, ce que je peux dire à l'EDNH en diététique et nutrition humaine, où c'est difficile de trouver en première année parce que la personne elle a besoin de vous et que vous ne savez pas faire. Donc il y a des sections comme ça qui sont des disciplines qui sont très touchy, qui sont très précises, qui demandent un haut potentiel de capacité, de compétences. Le tourisme, comme il y a beaucoup de choses à faire, finalement, en vous-même, si vous êtes débrouillard, si vous êtes volontaire, vous avez de la capacité à faire. Et vous allez apprendre très vite. Les process dans le tourisme sont très nombreux, mais sont très simples à comprendre et très faciles à assimiler. Donc, vous vous mettez en alternance dans une agence de voyage. En 2 mois, vous avez acquis autant de compétences que les gens qui sont là depuis 10 ans. Donc, et je blague pas. Hein. Après, est-ce que vous saurez parler aux clients? Ça dépend de vous, de votre caractère, de votre capacité à prendre la parole, à être à l'aise, etc. Ça se développe, ce sont des choses qui, voilà, ça dépend des individus. Mais sur les process, franchement, tout est faisable, tout est simple. Aujourd'hui, tout est informatisé, tout est clair. Vous risquez pas de vous tromper. Voilà. Avant, il y avait des gens qui se trompaient parce qu'ils envoyaient les billets d'avion par la poste, ils se trompaient d'adresse. C'est fini, ça, c'est le temps, ça, c'est mon temps, ça, c'est le temps des vieux. Vous saurez pas ce que c'est que coller un timbre. Hein, ça vous arrivera jamais. Donc, vous n'aurez pas des difficultés à vous intégrer. Donc, trouver de l'alternance dans le tourisme, très honnêtement, c'est vraiment simple. C'est pas quelque chose qui est difficile et je pense que c'est une bonne option. Alors chez nous, on a le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez venir à Diderot Campus, vous vous inscrivez pour faire de l'alternance et si jamais vous ne trouvez pas d'alternance, à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire en initiale.
Donc, c'est quand même intéressant. Ou alors, vous vous inscrivez en initiale, et puis en deuxième année, lorsque vous êtes un peu plus sûr de vous, un peu plus de compétences et de capacités, avérées en tout cas, à ce moment-là, vous passez en alternance, ce qui vous permet de ne pas payer la deuxième année, par exemple, ou la troisième année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, il nous reste 5 minutes 30. Alors, Kylian nous dit, est-ce que vous pourriez nous détailler les métiers du tourisme concrètement? On fait quoi comme métier? Excellente question, Kylian. Les métiers du tourisme, j'ai envie de dire qu'ils sont aussi vastes que le nombre d'individus, mais en gros, vous avez, on fait des séparations, mais vous avez l'accueil des touristes dans n'importe quel site, un château, un musée, des expositions, etc. Donc l'accueil. Vous avez le guidage, c'est-à-dire que vous amenez des gens dans une ville et vous les faites visiter. Et puis il y a tout un tas de petits métiers à côté de ça. Vous avez tout ce qui est transport, autocaristes, les compagnies aériennes. Alors dans les compagnies aériennes, vous avez de celui qui porte les bagages jusqu'au pilote d'avion. Enfin, je veux dire, vous avez absolument tout dans le tourisme. C'est très très vaste. Et vous avez le personnel navigant, le PNC, c'est-à-dire celui qui est compétent pour aussi vous vendre des choses dans l'avion, etc. Vous avez donc des métiers, il y en a énormément. Donc vous avez les transports. Vous avez l'hôtellerie. Je vous passe les détails, vous savez ce que c'est qu'un hôtel. Alors là, pareil, de femme de chambre, gouvernante, chef de rang, chef cuistot, chef de réception, etc. Bon, voilà, il y a énormément de jobs. Vous avez la restauration. On a trop tendance à oublier que la restauration, surtout en France, puisqu'elle est inscrite à l'UNESCO, et la restauration, c'est vraiment une valeur du patrimoine français. Donc la restauration, c'est quelque chose dans lequel vous avez énormément de jobs. Et la restauration, c'est aussi aller trouver des petits producteurs, c'est aussi respecter des modes de consommation écologique, de la permaculture. Il y a aujourd'hui des établissements, des restaurants qui font tout leur business sur ce qu'on appelle le green bashing, c'est-à-dire que vraiment, ils disent, moi, j'achète mes produits à tel endroit, je fais ça, je ne prends que de la permaculture, etc. Et les gens sont très friands de ça. C'est là où il y a des nouveaux modes de consommation qui arrivent. Alors, ils arrivent peut-être un peu par le haut, c'est-à-dire avec des prix un peu élevés, mais petit à petit, ça se libéralise et ça se démocratise et il y en a de plus en plus. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a dans le tourisme? Je crois que j'ai dit les grandes parties du tourisme. Et puis après, il y a ceux qui fabriquent au sein d'agences de voyage ou de structures, ou même en freelance, vous fabriquez un voyage et vous allez le vendre à une agence de tourisme ou à un tour opérateur. Un tour opérateur, c'est quelqu'un qui crée des voyages, qui sort une brochure, enfin un site internet dans lequel il détaille l'ensemble des territoires dans lesquels il est capable de vous amener. Et donc là, vous avez des gens qui sont dans leur spécialité et, si vous voulez, chasseurs de territoire. Donc en devenant chasseur de territoire, vous allez sur les territoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, explorer et découvrir les nouveaux territoires, ou les territoires qui ne sont pas si nouveaux que ça, mais dans lesquels, comme je disais, l'hôtellerie n'était pas assez bonne, donc les gens les ont mis de côté, il n'y avait pas de village vacances, on les a mis de côté, etc. Et qui en fait sont des endroits dans lesquels on a tous envie d'aller, et parce qu'on n'a pas forcément envie de dépenser de l'argent pour aller faire du tourisme. On a envie quoi? D'en prendre plein les yeux, de découvrir des choses extraordinaires, de parler avec des gens qui n'ont pas la même culture que nous, qui n'ont pas les mêmes habitudes que nous. En tout cas, pour moi, peut-être que ce que je dis, c'est pas forcément valable pour tout le monde, mais moi, c'est ce que je pense. Quand je fais du tourisme, c'est pas pour aller retrouver le même Coca-Cola qu'il y a à Paris. Ça m'intéresse pas. Si je fais du tourisme, c'est justement pour voir des gens qui ne parlent pas français, qui ne boivent pas du Coca-Cola et qui ont des autres modes de vie, autres modes de consommation que les miens. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Vous voyez? C'est pour ça d'ailleurs que c'est déplorable ces grandes marques qui sont déployées dans toutes les villes du monde, où dès qu'on voyage, on voit les mêmes choses, les mêmes marques et tout. Bon, je trouve que ça, c'est particulièrement mauvais. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les petits territoires dans lesquels il n'y a pas tout ça. Alors, Marco, où en est le monde du tourisme dans la transition écologique? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la transition écologique. Tout à l'heure, on fait une conférence sur le GPN, là, sur l'écologie. C'est vous qui allez l'amener. Je pense que les gens comme moi j'ai 46 ans, nous ne sommes pas capables de penser cette transition écologique correctement. Parce qu'on y mêle des sentiments, une culpabilité, des problèmes politiques, que vous, les jeunes, vous ne mettez pas dedans. Moi, j'ai une vision un petit peu plus généraliste des choses. Il nous reste 1 minute, les amis, mais je pense que la transition écologique, elle ne peut se faire qu'avec une transition générationnelle.
Nous, les vieux qui avons pensé la consommation de masse avec des bagnoles qui polluent, avec des grandes surfaces et des galeries marchandes, je ne vois pas comment, avec cette state of mind, avec cet état d'esprit-là, on peut basculer dans une transition écologique. C'est pour ça que c'est à vous de le faire. Et je suis très sérieux. Je pense que c'est vous qui allez nous mettre des coups de pied au cul et c'est vous qui allez nous faire réfléchir. Après, vous allez avoir besoin des vieux comme nous parce qu'on a peut-être des capacités, du pouvoir, un peu plus d'argent, des moyens, mais c'est quand même vous qui allez vraiment, vraiment vous en sortir avec cette question de l'écologie qui est prégnante et avec cette question du respect des populations, du respect des territoires que aujourd'hui on ne peut pas oublier, on ne peut pas épargner. Voilà. Donc il nous reste exactement 11 secondes, 10 secondes. Voilà. Donc le tourisme, c'est l'avenir. Oui, ce sont des études qui vont vous être utiles, qui vont vous permettre de vous éclater dans la vie. Je vous souhaite à tous de trouver votre emploi. À Diderot, on vous reçoit quand vous voulez. Et surtout, quoi que vous fassiez, soyez persévérant, soyez volontaire et battez-vous. D'accord? Allez, écoutez, il y a d'autres conférences après. On se retrouve dans quelques minutes si vous le voulez bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.